Bonjour Pierre Waquier, bonjour Laurent Dupont. Vous êtes respectivement président du conseil d'administration et président du comité de direction de l'intercommunal IPAL. IPAL, depuis 50 ans, c'est une action quotidienne pour l'environnement. Racontez-nous, Pierre Waquier. IPAL est une intercommunale wallonne qui œuvre dans les secteurs de l'épuration des eaux usées, de la prévention, la collecte et le traitement des déchets et naturellement l'énergie. Afin de bien mener toutes ces missions, IPAL dispose de toute une série d'outils qui sont performants et sur lesquels nous reviendrons durant cette conversation. Il y a le centre de valorisation de Tumed, il y a un réseau de 26 réciparcs, il y a des bulles à verre, des points d'apport volontaires qui sont mis en voirie, et ceux pour les déchets organiques, pour les déchets ménagers résiduels, pour les PMC. Il y a un dispositif de collecte sélective aussi des déchets d'emballage ménager, de porte à porte. Il y a 3 dalles de compostage. Il y a un réseau important de 50 stations d'épuration en activité, des stations de pompage, des bassins d'orage, près de 1500 déversoirs d'orage également, et plusieurs parcs éoliens naturellement. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais IPAL, ce sont surtout des hommes, des femmes, qui œuvrent tous les jours pour le bien-être des habitants de la Wallonie-Picarde et du Sud-Hainaut. Voilà, et ça, je sais que c'est important pour vous, et nous y reviendrons. Dans les minutes qui viennent, messieurs, nous allons nous arrêter sur les faits marquants de l'année 2023, en balayant ensemble les grands chapitres du rapport d'activité. Mais avant de céder la parole à Laurent Dupont, restons avec vous, Pierre Waquier, de manière tout à fait subjective. Allez, si vous ne deviez citer qu'une seule action parmi toutes celles menées l'an dernier, laquelle citeriez-vous? IPAL, fondamentalement, est ancré dans le développement durable du territoire. Si je devais citer une action, ce serait la lutte contre le changement climatique, que ce soit pour nos propres activités, avec la diminution de nos propres consommations et le développement des énergies renouvelables, mais aussi pour nos associés via la rénovation énergétique des bâtiments privés ou publics. Et vous, Laurent Dupont, à quoi pensez-vous? Eh bien, je pense à mes 418 collègues. À ce moment-là, nous œuvrons avec nos 418 collègues au quotidien pour le développement durable du territoire. IPAL grandit, IPAL se développe encore, et donc ce qui est important, c'est de maintenir notre ADN, nos valeurs. Et pour ça, c'est toute la ligne hiérarchique qui doit vraiment œuvrer à maintenir cette politique. Et la première ligne hiérarchique, ce sont mes collègues du comité de direction que j'aimerais remercier directement. Cathy Berex qui est en charge du pôle ressources humaines et du pôle finances. Alain Lefebvre qui a dans sa direction l'ensemble des outils techniques. Nous avons Vincent Van Lensel qui est en charge de tout ce qui est économie circulaire. Et enfin Bernard Verroy qui se charge du service aux collectivités. Et donc pour garder en fait cette politique et cette valeur, je mettrai en lumière non pas une action, mais 2 si vous le permettez. Je mettrai d'abord notre service ressources humaines qui s'est complètement restructuré ici ces dernières années pour vraiment garder cet ADN. Et ensuite le SIPP, le service interne de prévention, qui œuvre au quotidien pour garantir la sécurité de notre personnel et de l'ensemble des parties prenantes, les utilisateurs des réciparcs, nos partenaires privés, nos collecteurs. Vraiment, c'est un énorme boulot. IPAL a restructuré son plan stratégique à travers 3 axes clés. Lesquels et pourquoi, Laurent Dupont? Alors, effectivement, le plan stratégique d'IPAL comprend 500 actions. Et donc, on ne pouvait pas livrer ces 500 actions et nous avons décidé de le restructurer en 3 axes majeurs. Le premier, c'est ancrer les territoires dans la transition énergétique. Le deuxième, c'est améliorer la résilience des territoires, notamment le risque, lutter contre les inondations. Et le troisième, c'est changer les comportements de consommation. Tout ça amène plus de clarté, plus de lisibilité, que ce soit pour notre propre personnel, pour nos collègues, mais également pour toutes les parties prenantes, nos communes, nos associés, nos partenaires,
plus de clarté, plus d'appropriation de ce plan stratégique. Allez, on creusera ensemble chacun de ces axes stratégiques dans les minutes qui viennent. Juste avec vous, Pierre Waquier, revenir sur les 2 balises validées par le conseil d'administration qui encadrent ces axes stratégiques. Oui, 2 balises en effet. Une première balise qui est une gestion efficiente, évidemment, mais avec des limites budgétaires, parce que simplement nous connaissons bien la situation des communes qui n'est pas brillante, oui, qui est difficile. Et d'un autre côté, la culture sécurité qui est très très importante également pour l'intercommunal. Et qu'on avait déjà évoqué précédemment, merci du coup d'insister dessus. Le rapport de développement durable a évolué également, Pierre Waquier. Il n'y a pas que le rapport d'activité qui s'est restructuré. Pourquoi cette évolution ? En fait, IPAL anticipe tout simplement une nouvelle réglementation européenne. La responsabilité sociétale des entreprises doit désormais se traduire dans les publications. Il n'y a pas de plan B. Nous n'avons qu'une planète, c'est clair, donc il faut agir à tout niveau. Et le rapport de développement durable, en fait, doit servir d'outil de sensibilisation. Oui, c'est ça. Et quand on parle de réglementation européenne, on parle de la directive CSRD, c'est bien ça, Laurent Dupont? Oui, c'est bien ça, mais nous avons voulu aller plus loin que le simple rapportage qui est géré par ce projet de directive. Comme je l'ai lu dernièrement, le temps des preuves est venu. Nous devons vraiment ancrer cette politique de changement, de développement durable dans notre management au quotidien. Alors on le faisait. L'année passée, en 2023, nous avons fêté les 20 années de notre enregistrement EMAS. EMAS, c'est la certification environnementale la plus contraignante. Et maintenant, c'est un nouveau défi qui s'offre à nous avec cette directive ESRD. Et donc, on se l'approprie. Et nous avons décidé, avec le comité de direction, de l'anticiper. Et donc, vraiment, pour se l'approprier, d'anticiper de 2 ans maintenant, et donc de restructurer tout d'abord ce rapport annuel pour démontrer à l'ensemble, c'est vraiment un outil que l'on veut le plus didactique possible, mais pour montrer à l'ensemble de nos lecteurs toutes les actions que l'on mène pour le développement durable de notre territoire. C'est un gros travail. Oui, c'est un gros travail qui ne fait que démarrer. Alors c'est clair que ça nécessitera du temps, de l'argent aussi, ce n'est pas neutre pour IPAL, mais on s'y attelle de toutes nos forces. Allez, messieurs, feuilletons ensemble, si vous le voulez bien, ce fameux rapport d'activité 2023 qui nous rassemble aujourd'hui, en commençant par le premier axe stratégique cité tout à l'heure par Laurent Dupont, à savoir l'ambition d'ancrer les territoires dans la transition énergétique. Concrètement, ça veut dire quoi et comment l'action d'IPAL se matérialise-t-elle? L'objectif premier, diminuer nos émissions de CO2. C'est clair, on connaît l'objectif européen, 2050, la neutralité carbone. Et pour ce faire, on doit agir, et on agit sur 2 niveaux. D'abord, diminuer nos consommations. Alors, comment est-ce que l'on fait pour diminuer nos consommations? On fait le screening de tous nos outils, on fait des audits, et on mène des actions. Alors, j'ai donné quelques exemples. Cette année, nous avons traité dans nos stations d'épuration plus de 40 millions de mètres cubes. C'est un record, on n'avait jamais atteint un pareil niveau. Et nous l'avons fait en maintenant la même consommation énergétique que la moyenne des dernières années. Et c'est ça qui est remarquable. Et c'est ça qui est effectivement remarquable. Alors, certes, ce n'est qu'un début, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà une première action, un premier pas, et le chemin est tracé. Le deuxième volet, c'est une fois qu'on a diminué les consommations énergétiques, ce que l'on va utiliser comme électricité, comme énergie, elle doit être renouvelable. Et là encore, on agit sur tous les niveaux. Tous les vecteurs doivent être analysés. À titre d'exemple, on a augmenté la production de photovoltaïque de plus de 33% par rapport à 2022. Au niveau hydroélectricité, nous avons terminé la connexion de la vis de l'écluse de Caen, juste derrière nous, qui va produire presque la moitié de l'électricité pour la station d'épuration de Froyenne. Ensuite, la biomasse. Biomasse, si on prend la station d'épuration de Moucron, on a optimisé le fonctionnement du digesteur. Le digesteur, il n'est pas tout jeune, il nécessitera des travaux, et pour ça, nous avons un plan d'action que l'on soumet à la SPJE pour faire
ce revamping à ce niveau-là. Non. SPGE, Société publique de gestion de l'eau. Et si on ajoute à tout ce que vous venez d'évoquer la production importante du site de Tumed, on arrive à un chiffre assez impressionnant, ma foi. Effectivement, et on peut en être fier, on produit presque 2 fois plus d'électricité renouvelable au niveau d'IPAL que ce que l'on consomme d'énergie, tout vecteur confondu. C'est vraiment une prouesse. Et tout ceci, Pierre Waquier, sans comptabiliser, j'en perds mes mots, la production électrique du secteur éolien. Oui, effectivement, la production des moulins de notre filiale Éolo-Wapi est de 186 500 MWh, ce qui représente en fait la consommation de plus de 53 000 ménages. Ça aussi, c'est une performance à souligner, Laurent Dupont? Oui, et à cela, on peut ajouter la production électrique du site de Tumed, qui équivaut, elle, à la consommation de 67 000 ménages. J'espère que vous suivez toujours. Et il y a un petit calcul à faire. Ça monte, ça monte. Vous êtes satisfait, Président? Je vous avoue que je serais le plus heureux des présidents si je pouvais annoncer à terme que nous produisons, qu'IPAL produit l'équivalent de la consommation de tous les habitants de la Wallonie-Picarde. On y est presque, Président, mais le message est bien reçu. Allez, ce qu'IPAL met en œuvre en interne, IPAL l'applique aussi, et ça c'est intéressant, à ses parties prenantes. Un exemple pour illustrer cela, 2 mots sur la plateforme Wapisol, Laurent Dupont. Alors, Wapisol, effectivement, est une plateforme de conseil aux citoyens, aux ménages, qui est subventionnée par la région wallonne. C'est vraiment un très beau projet. En fait, nous accompagnons les ménages qui souhaitent rénover leurs habitations du début de l'audit jusqu'à la fin, jusqu'à la réception des travaux, en passant par les demandes de prix et l'obtention des primes également. Alors au début, nous avons été subventionnés pour accompagner 400 ménages. On a eu énormément de succès et on doit dire que l'ingénierie et l'originalité de notre service est de trouver des solutions. Et nous sommes parvenus à en accompagner plus de 560. À ce niveau-là, c'est tout bénéfice pour le développement du territoire et la diminution de la consommation d'énergie. Alors il y a aussi des services qui s'adressent aux communes et aux collectivités. Effectivement, il y a le service aux citoyens, mais nous avons également un département qui fait du service aux collectivités, qui fait de la rénovation énergétique de bâtiments, qui démarre également par des outils énergétiques, mais qui accompagne les communes, les collectivités dans leurs travaux, que ce soit des travaux de rénovation, voire des constructions de nouveaux bâtiments. Pierre Waquier, grâce à IPAL, plus de 40 subsides ont été octroyés aux communes depuis 2019. Oui, plus de 40 subsides, ce qui représente plus de 15 millions d'euros au bénéfice justement de la population. Je cite 18 écoles rénovées, 3 centres culturels, 10 halls de sport, 10 bâtiments publics. Donc vraiment, c'est services publics de proximité au bénéfice direct effectivement de la population. Alors restons sur l'éolien puisque vous aviez abordé ce thème tout à l'heure. Comment la situation évolue-t-elle en 2023 ? Nous avons un partenariat public-privé avec IDETA et Luminus, qui est sur les rails, au travers notamment de la filiale Éolo-Wapi. Mais cela ne nous empêche pas de poursuivre notre action de développement de cette filière. Nous avons un permis qui est octroyé pour 4 éoliennes à Perouet dans le moulin de Buisney, mais un recours est introduit par les riverains. C'est jamais facile à gérer ce type de dossier. Ce type de dossier est très compliqué à gérer, c'est pas facile, mais je pense que dans les limites, en tout cas du territoire, nous devons poursuivre les efforts pour augmenter l'acceptabilité, qu'elle soit sociale ou paysagère de ces dossiers, parce que produire de l'énergie décarbonée, c'est l'enjeu, c'est primordial, c'est un atout de taille de lutte contre le changement climatique. Oui, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on n'avait pas de deuxième planète à disposition. Tout à fait, tout à fait. Et autre chose aussi dans l'éolien, c'est l'implication des acteurs publics. Qui doit être une garantie justement d'un service d'intérêt général avec un return in fine vers le citoyen, un return financier vers le citoyen. Alors je vois Laurent Dupont qui plus soit, je me tourne vers lui à présent. Les équipes d'IPAL ont aussi été renforcées pour étudier un autre projet ambitieux de décarbonation sur le territoire, celui porté par la cimenterie CCB. Et lui aussi, il s'appuie sur l'éolien, mais pas que. Effectivement, CCB est un partenaire historique de l'intercommunal. Nous avons développé beaucoup de projets avec cette entreprise phare de la Wallonie-Picarde. Nous avons
une exploitation d'un site de traitement de terre. Nous valorisons les déchets de plâtre avec CCB. Et ici, lorsque CCB a fait appel à nous pour décarboner leur procédé, nous avons répondu présent. Et donc, dans une première étape, nous avons étudié un projet de 8 éoliennes à proximité. Alors la réunion d'information préalable de la population s'est tenue en 2023. C'est un projet ambitieux qui sera étudié tout au long de l'année 2024. Un autre dossier pour décarboner également le site de CCB, c'est fabriquer des plaquettes de biomasse normées à partir des déchets de bois collectés sur les reciparcs. Le site est en construction et donc nous espérons livrer les premières plaquettes en début 2025. Bon, à travers cet exemple, on voit bien la plus-value que peut apporter un partenariat de type public-privé. Alors, si vous le voulez bien, restons sur ce thème. Qu'en est-il du centre de valorisation énergétique de Tumed à ce propos? Effectivement, et j'en profite pour remercier en fait l'ensemble des partenaires privés qui nous ont accompagnés dans le développement de nos projets et particulièrement du site de Tumed. Le partenariat public-privé ou le partenariat avec l'économie sociale est vraiment dans l'ADN de l'intercommunal. Plus on collabore, plus on s'enrichit. Il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau. Et quand on voit le site de Tumed maintenant, il s'est développé grâce à ce partenariat public-privé avec nos 4 partenaires historiques, Cogetrina, Renouy, Vaned et Veolia. On a maintenant ce splendide outil au service non pas de la Wallonie-Picard, de toute la région wallonne, que ce soit pour le traitement des déchets hospitaliers, du déchet ménager, du déchet municipal, mais également du déchet industriel banal. Fabuleux outil, mais qui est exploité de main de maître par nos équipes d'exploitation, et je tiens également à les remercier. Alors le site de Tumed se développe toujours, et toujours en partenariat public-privé. Nous étudions des projets tels que l'aide à la stabilisation du réseau électrique, le fameux projet Octave, vous en avez certainement entendu parler. On étudie des unités de production d'hydrogène, captation de CO2, de fabrication de nouveaux produits sans ciment. Enfin, je pourrais vous en citer pas mal, et tout en partenariat. Oui, et la confiance des partenaires, sur la durée, c'est évidemment un bel indicateur de la qualité de ce partenariat, de sa valeur ajoutée. Effectivement, la confiance en est là, et nous en sommes fiers. Je peux l'imaginer largement. Et pour autant, à nouveau, je me tourne vers vous, Pierre Waquier. N'oublions pas que l'objectif premier, faut de temps en temps le redire, l'objectif premier de l'unité de valorisation énergétique de Tumed, c'est d'offrir une solution environnementalement performante aux déchets résiduels. Oui, le site de Tumed a traité tous les déchets hospitaliers infectieux de la crise Covid pour la Wallonie et pour une partie de Bruxelles, sans aléas, sans impact sanitaire pour la santé de tout à chacun et en respectant toutes les procédures en vigueur. Donc je pense vraiment que c'est un outil qui est au bénéfice du territoire, un outil qui permettra de toute façon à l'avenir aussi de répondre sans délai, de façon majeure à tous ces défis qui nous attendent. Allez, deuxième axe fort du plan stratégique de l'intercommunal IPAL, la résilience des territoires. Un mot qu'on entend beaucoup, souvent dans les médias, un mot parfois galvaudé et pourtant clé pour l'avenir de nos territoires. Très important. À la demande de la conférence des bourgmestres et des élus de Wallonie-Picarde, il y a eu coordination d'un plan de lutte contre les inondations. 11 acteurs du territoire se sont réunis pour plancher sur une solution qui est globale, collective, à cette problématique qui est hyper importante. Un diagnostic a été présenté fin 2022 et depuis, chaque acteur développe des actions propres à son activité, mais qui sont coordonnées entre elles. Tout cela pour avoir plus d'efficacité et plus de pertinence. Et en parallèle, IPAL a proposé de nouveaux services à ces communes, une gestion proactive des réseaux d'égouttage et aqueducs et une modélisation hydraulique. Donc je pense que c'est très... Et toutes ont répondu positivement, et donc, ça, ce qui est important c'est également. plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé dans l'évaluation des besoins. Fier de cette expertise, Laurent Dupont ?
Oui, fier de cette collaboration avec 11 acteurs du territoire. Je dois dire que c'est une expérience unique en Wallonie. D'avoir ce diagnostic territorial qui est à disposition des élus et des techniciens, c'est quelque chose qui est, je pense, vraiment unique en Wallonie. Et j'invite tout le monde à aller découvrir tous ces outils sur le site de l'ASBL WAPI 2040, parce que maintenant, il nous appartient de les mettre en œuvre, de faire quelque chose, et nous y travaillons avec la province, avec le SPOE. C'est clair qu'on s'améliore, mais il y a énormément de choses à faire pour améliorer la résilience du territoire, et notamment en Wallonie-Picard. Alors oui, fier de notre expertise également, puisqu'en matière de gestion intégrée des réseaux, je crois qu'il y a beaucoup d'intercommunales qui nous envient, en fait, cette équipe qui a développé une compétence je vais le dire, extraordinaire, qui est reconnue en Wallonie, mais également à l'étranger. Ça se traduit comment? Ça se traduit par, cette année, plus d'une vingtaine d'études hydrauliques qui ont été faites. Ça se traduit par 56 audits de réseau. Vraiment, c'est plus de 100 km d'égouts qui ont été auscultés et plus de 71 km qui ont été curés. Pour autant, on ne va pas se le cacher, l'état de la masse d'eau de l'Escaut reste préoccupant. C'est clair, l'état de la masse d'eau de l'Escaut n'est pas bon à ce niveau-là. C'est dû non seulement à la pollution industrielle, à la pollution agricole, mais également à une partie par la pollution domestique. Et c'est pour ça que la SPGE, la Société publique de gestion de l'eau, comme on le disait tantôt, a développé un plan d'investissement ambitieux, qu'elle nous a demandé de concrétiser. L'équipe du bureau d'études qui est emmenée par Alain Lefebvre s'est vraiment restructurée pour répondre à cette exigence et développer ce plan qui est vraiment complexe. C'est 127 projets qui ont été étudiés l'année passée, de l'égouttage au collecteur, station de pompage et station d'épuration. C'est 20 chantiers qui ont été adjugés pour plus de 15 millions d'euros à ce niveau-là, et on a eu 76 chantiers. J'en profite ici pour remercier la population, parce que c'est clair qu'un chantier d'égouttage, un chantier de collecteur, c'est jamais gai avoir ça en face de chez soi. On parlait d'acceptabilité sociale tout à l'heure. Ce sont des perturbations, des ouvertures de voiries, ça dure longtemps, c'est jamais gai, mais il n'y a rien à faire. Si on veut améliorer la qualité des masses d'eau, il faut y passer. On comprend à vous entendre, Laurent Dupont, que le comité de direction n'a pas ménagé ses efforts pour faire avancer les projets, mais aussi, et là je me tourne vers vous, Pierre Wacky, pour solliciter des moyens financiers auprès de la SPGE. Oui, la SPGE a un besoin gigantesque de trésorerie et les communes ont été alertées d'une priorisation nécessaire dans les travaux qui sont programmés au niveau des plans d'investissement communaux, les PIC. Il faudra faire les choses dans l'ordre. IPAL y est très attentive et la situation semble s'éclaircir, si je ne m'abuse. Bon, d'autant, Laurent Dupont, que les premières stations d'épuration d'IPAL ont plus de 25 ans. C'est clair, les stations vieillissent et c'est pour ça qu'on peut être fier d'avoir traité efficacement, avec qualité. Il y a plus de 1000 analyses qui ont été réalisées, c'est 41 millions de mètres cubes en 2023. Mais c'est clair que nos ouvrages vieillissent et outre le plan d'investissement pour des nouveaux équipements, on doit effectuer ce qu'on appelle le revamping de nos ouvrages. Alors l'année passée, la SPGE nous a octroyé un peu plus d'1 million d'euros pour effectuer ces travaux. On est tous conscients que ce n'est pas assez et que les moyens devront être débloqués si on veut qu'en fait la performance perdure à ce niveau-là. Allez, passons à présent au troisième et dernier axe stratégique d'IPAL, les modifications des comportements de consommation. Le poids du sac de déchets résiduels a encore fondu en 2023. Bonne nouvelle, les efforts de l'intercommunal en la matière portent donc leurs fruits. C'est vrai, on peut le dire, depuis plus de 25 ans, je suis rentré à l'intercommunal IPAL. Effectivement, la quantité de déchets ménagers résiduels baisse d'année en année. Donc nos efforts portent leurs fruits, effectivement, et cette année, la population de Wallonie-Picard et du Sud-Hainaut est descendue sous le seuil des 140 kg par an et par habitant. C'est grâce aux efforts de prévention, c'est grâce aux efforts de l'équipe Zéro Déchet. L'équipe Zéro Déchet qui étend en fait sa mission, puisqu'en fait ce que l'on veut, c'est diminuer la quantité
totale de déchets produits. Pas seulement les déchets résiduels, mais également les déchets qui sont collectés. L'objectif n'est pas de déplacer le déchet. Exactement. On vise le zéro déchet, même si on sait que le zéro déchet n'existe pas en tant que tel, mais en tout cas, on veut descendre et on vise de descendre sous les 100 kg de déchets ménagers résiduels, mais en plus, on a un objectif sur la quantité totale de déchets ménagers, de déchets municipaux, qui doit continuer à descendre. Et là, vous le disiez, on est sous la barre symbolique des 140 kg par an par habitant. Pour être précis, on est autour de 136. Alors non, 136 en Wallonie-Picarde. Au niveau du Sud-Hainaut, on est un peu plus élevé, ce qui fait que la moyenne est en dessous des 140. On est juste en dessous des 140. Merci pour la précision. Alors, c'est une tendance baissière qui devrait encore se renforcer avec quelque chose dont on a aussi beaucoup parlé dans les médias, c'est cette fameuse obligation du tri à la source des biodéchets instaurée depuis le 1er janvier 2024. Effectivement, si vous me permettez, je prendrai cette petite brochure qui a servi au lancement. D'abord, n'oublions pas que l'objectif premier de l'intercommunal, ce n'est pas de collecter des organiques. Ce n'est pas de collecter l'organique, qu'on appelle l'organique, ce sont les déchets de cuisine, de collecter l'organique en recyparc, de collecter l'organique en point d'apport volontaire. Non, notre objectif, c'est de diminuer cette quantité de déchets organiques par le compostage à domicile ou le compostage de quartier. Faire du compostage à domicile, c'est extrêmement facile. On a une équipe qui est hyper motivée en interne, mais on peut s'appuyer également sur les guides composteurs, ces bénévoles qui sont aussi là depuis plus de 20 ans. Oui, et qui consacrent leur temps libre à sensibiliser la population pour diminuer leur production de déchets. Alors au début, c'était des guides composteurs sur le compostage à domicile. Maintenant, ce sont des guides zéro déchet à ce niveau-là. Mais on s'est aperçu il y a quelques années, on a fait une enquête auprès de la population, qu'en fait, il y avait toute une frange de la population qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas pratiquer le compostage à domicile. Et donc, c'est pour cette frange de population que nous avons développé ce service de collecte des déchets de cuisine, que ce soit d'abord en recyparc, et puis au moyen du réseau de points d'apport volontaire, réseau qui ne cesse de se compléter. Mais je le rappelle, le but n'est pas de transférer et de changer le comportement de la population qui fait du compostage à domicile. Le but est vraiment de faire le compostage, et si vous n'avez pas la possibilité... C'est ça, d'offrir un service à ceux qui n'ont pas le temps, pas l'espace disponible pour composter. Oui, ou même un service complémentaire. On le sait, composter des déchets de viande, des déchets de crustacés, des déchets de poissons, c'est pas évident, et donc le point d'apport volontaire est là. Ce réseau, il a été développé en 2018, et donc même si cette petite brochure est sortie l'année passée, IPAL était prêt à rencontrer en fait cette obligation européenne de séparer les déchets de cuisine du sac poubelle. Bon, Pierre Boisquier, on le voit, la communication, la sensibilisation des publics, ce sont des outils, bien sûr. On parle de points d'apport volontaire, on parle de brochures, mais c'est aussi du temps dédié, du temps humain. On va sur le terrain, IPAL est là au contact. Absolument, et je salue vraiment le travail qui est effectué par les équipes d'IPAL, que ce soit les gardiens, que ce soit l'équipe zéro déchet, que ce soit le service communication, les secrétaires, tout le staff du pôle économie circulaire. Je souligne aussi leur disponibilité et les outils qu'ils ont créés, qui sont mis à disposition des citoyens pour que justement cette fameuse imposition passe au mieux au travers de la population et de ses habitudes. Alors 2023, c'est aussi l'année où le nouveau Recyparc date a été inauguré. Effectivement, en fanfare. Exactement. Mais de plus, l'attribution du marché de construction du nouveau Recyparc Chièvres-Brugelette-Lens a également été lancé. Les travaux sont en cours. Oui. Et ce projet a automatiquement entraîné l'arrivée de la commune de Lens dans le secteur Recyparc. Lens, vous savez, est la 31e commune à rejoindre notre intercommunal. Et ce ne fut certes pas un fleuve tranquille, il a fallu réunion, dialogue, mais n'empêche, bienvenue à Lens. Ah bah oui, beaucoup de négociations et puis une fin heureuse. Et puis pour conclure sur ce thème, mentionnons aussi un très beau projet, celui de la maison zéro déchet qui s'implantera bientôt près du complexe des Bastions à Tournai, Laurent Dupont. Oui, effectivement, un magnifique projet que cette maison zéro déchet, alors qui s'adossera à un nouveau Recyparc, un Recyparc qu'on appelle 2.0. C'est quoi ça? Je vous donne rendez-vous dans le texte. Suspense insoutenable. Un suspense insoutenable, effectivement. Vous allez voir, c'est ce Recyparc qui sera adossé et intégré à une ressourcerie
à la maison zéro déchet. Alors les travaux d'assainissement, puisqu'il a fallu d'abord assainir le site, sont en cours et l'adjudication a été lancée également à ce niveau-là. Alors, puisque vous avez la parole, Laurent Dupont, c'est le nerf de la guerre, pouvez-vous nous dire aussi un petit mot sur le résultat financier de 2023 ? Oui, avant de dévoiler en fait, le résultat, j'aimerais bien rappeler en fait, cette disposition fédérale qui s'appelle la taxation des surprofits. Alors, ça va être un peu technique, je sens. C'était effectivement un peu technique. Alors, l'année passée, on en avait parlé. Donc, c'était en fait taxer les producteurs d'électricité au-delà d'un certain seuil. En fait, nous avions gagné un premier combat, puisque le seuil qui est appliqué sur certains producteurs avait été relevé pour les productions qui proviennent de la valorisation énergétique de déchets ménagers. Par contre, lorsqu'on a vu le résultat et ce fameux calcul qui a été mis en place par la CREG, on a dû déchanter. Et sur 2 exercices, c'est presque 10 millions d'euros qui ont été captés en fait, par le niveau fédéral. 10 millions d'euros qui auraient pu retourner vers le citoyen, vers les communes, vers nos partenaires. Bien entendu. Et c'est peut-être là le moment, Pierre Waquier, de rappeler le fameux principe de neutralité budgétaire pour les pouvoirs locaux, des décisions prises à chaque niveau de pouvoir. Oui, c'est une nécessité pour éviter justement d'enfoncer encore davantage les communes dans le rouge. Mais cela n'empêche pas IPAL d'octroyer une nouvelle ristourne de 2,26 € par habitant à chaque commune, suite justement au bon résultat de l'unité de valorisation énergétique de Tumed. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle, ou l'une des bonnes nouvelles, en tout cas relative au rapport financier 2023. Est-ce qu'on peut dire dès lors que la décision de constituer un fonds de réserve pour éviter tout impact des hausses de coûts inhérentes à l'activité des Reciparcs sur les cotisations porte ses fruits? C'est Laurent Dupont qui va répondre là-dessus. Oui, effectivement. L'année passée, donc, le conseil d'administration avait proposé à l'Assemblée générale de constituer un fonds de réserve. Vous le savez, le coût de la vie augmente, le coût de nos exploitations augmente également. Et donc une partie du bénéfice, des recettes que l'on avait l'année passée a été mis dans un fonds de réserve pour justement lisser en fait ces coûts. Et cette année, nous prélevons une partie des fonds de réserve pour ne pas avoir d'augmentation de la cotisation des Reciparcs, puisque comme Pierre le disait, nous avons une ristourne octroyée à partir de recettes de l'unité de valorisation énergétique. Et puis il y a les dividendes voilà, enfin, des partenariats. Ce n'est pas la moindre des choses. Les dividendes de nos différents partenariats permettent d'alimenter ce fameux droit de tirage, une nouvelle fois, mais d'un montant important. On parle ici de 11 € par habitant par an, exactement 10,76 €. Je pense que les communes seront contentes. Exactement. Et depuis la création du fonds de réserve, Laurent Dupont, ce sont ainsi plus de 25 millions d'euros qui ont été mis à la disposition des communes de Wallonie-Picarde. Effectivement, avec ces 11 €, c'est presque 11 € qui seront octroyés et qui alimenteront le droit de tirage, c'est effectivement 25 millions d'euros qui ont été mis à disposition par l'intercommunal grâce à ces fameux partenariats publics-privés au bénéfice des communes pour des actions de développement durable. Allez, on change de sujet. Difficile, c'est vrai, de faire le tour de l'année 2023 sans évoquer la problématique des PFAS, ces fameux polluants éternels. Vous aussi, au sein de l'intercommunal, vous avez été confronté à ce dossier. Effectivement, et en première ligne, puisque vous savez que notre intercommunal prône l'utilisation de l'eau du robinet depuis des années dans le cadre de sa politique zéro déchet. Et donc, tous les collègues, bien évidemment, consomment de l'eau du robinet. Et donc, nous avons été affectés, comme toute la population, par cette problématique. Alors pour les zones concernées, directement au niveau du personnel, nous avons remplacé cette fourniture par de l'eau en bouteille dans l'attente du traitement qui est maintenant mis en place. Du côté de nos exploitations, vous savez qu'on ne fait pas de distribution d'eau, mais nous avons des exploitations qui sont également liées à l'utilisation de produits agricoles. Nous avons fait un screening complet. Les premiers résultats sont rassurants et les campagnes se poursuivent en 2024. Alors le temps nous manque, le temps avance pour évoquer les différentes filiales d'IPAL de manière détaillée malheureusement, mais globalement, rassurez-nous, elles vont bien? Alors oui, effectivement, le temps nous manque pour
pour décrire en fait les résultats et l'activité de nos 6 filiales. Alors je vais les citer. CITV, en matière qui fait de l'inspection d'égouttage, et Oluwapi, on en a parlé sur l'éolien, Rossioc qui traite des déchets inertes, Réplique pour le traitement du plâtre, Valeup pour le tri des PMC et Velori pour la gestion des terres, toutes en partenariat public-public ou public-privé à ce niveau-là. Et il y a une petite Donc elles nouvelle. vont tout bien. Et effectivement, il y a une petite nouvelle avec l'ensemble des acteurs de l'eau, l'ensemble des acteurs de l'eau qui sont actifs en Wallonie. Nous avons développé, nous avons créé une filiale qui s'appelle Digito et qui va s'occuper, comme son nom l'indique, de la digitalisation du secteur de l'eau. Pour conclure cet entretien, Pierre Waquier, on est en période préélectorale. En tant que président, je le rappelle, du conseil d'administration de l'intercommunal IPAL, quels seraient vos vœux pour les mois, sinon les années à venir? J'ai déjà mentionné tout à l'heure la nécessité de ne pas transférer justement de charges budgétaires qui viennent des décisions des pouvoirs régionaux ou fédéraux vers les pouvoirs locaux. Je pense que ça c'est indispensable. Mais j'ai deux vœux, j'ai deux demandes. Allez, on y va. La première, c'est simplement, tout le monde se plaint, les secteurs se plaignent de la multiplication des charges administratives qui deviennent incommensurables. Et le secteur de l'environnement n'y échappe pas non plus. Alors j'invite vraiment les négociateurs, les partis à inscrire dans leur programme et surtout à mettre en place de véritables actions de simplification administrative au bénéfice justement d'un fonctionnement beaucoup plus fluide. Et mon deuxième vœu, ma deuxième demande, tout le monde sait que les intercommunales sont des entreprises de service public. Un service public destiné justement à remplir des missions que les communes ne peuvent pas assumer seules. C'est vrai, il y a eu quelques scandales tout à fait regrettables, mais là où la gouvernance est exemplaire, et c'est le cas à IPAL, je pense qu'il est primordial de garder suffisamment de souplesse dans le fonctionnement pour justement parvenir à créer tous ces outils, à conserver tous ces outils qui sont essentiels pour ce dont on a parlé depuis le début, c'est le développement durable de notre territoire. Eh bien, nous verrons, Monsieur le Président, si vous serez entendu. Laurent Dupont, Pierre Waquier, merci. Merci infiniment pour cette conversation qui était passionnante. Cet entretien vous a intéressé. Vous souhaitez à présent vous plonger de manière plus détaillée dans l'actualité 2023 de l'intercommunal IPAL. Je vous donne rendez-vous sur le site internet www.ipal.be pour y accéder plus directement. Flashez le QR code qui s'affiche sur l'écran et vous y serez directement. Merci, au revoir.